à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. À la Cantorade, troisième et dernière, mais il pourrait y en avoir d'autres, chronique relative au Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine. Bonjour Éric Dufour, président de l'association. Bonjour Bernard, bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Marc Vanhout, vice-président de l'association. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Bonjour Pierre-Emmanuel, membre du conseil d'administration et s'occupant de la communication de l'association. Bonjour Bernard. Nous allons clôturer ce cycle de 3 chroniques en se posant un certain nombre de questions. Tout d'abord, première question, chacun va pouvoir bien sûr donner son avis là-dessus. Comment on pourrait informer et sensibiliser les habitants de cet ensemble de BPLC et de VHBC qui je dirais informer, oui, sensibiliser et faire participer. Merci. Je pense que c'est important que tout le monde se sente concerné et puisse s'impliquer dans la mesure des moyens, mais en tout cas de ses moyens. Donc voilà, je pense que le Conseil de développement n'existera que si tout le monde, ou en tout cas si les gens en général s'impliquent dans sa vie, dans son développement. C'est pas simplement au niveau des actuels animateurs de cette association. Nous sommes en démocratie participative. Tout à fait, Eric. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est important. Oui, ça avait été fait déjà au cours des chroniques précédentes. C'est un appel encore, auditrices et auditeurs, à venir rejoindre le Conseil de développement pour être acteur du territoire. Bien, alors comment on pourrait procéder? Par des débats, par des... Qu'est-ce que vous suggérez? Jean-Marc, peut-être, oui, Emmanuel, peut-être, Éric, bien sûr. Ce qui me semble peut-être important, c'est que la participation, elle se décrète pas, et que le Conseil de développement, faut pas que ça soit encore une institution supplémentaire qui éloigne encore davantage. Rapprocher au contraire. Comment créer les conditions? Et c'est pas le sondage, c'est pas l'enquête, c'est pas le questionnaire fermé où on rencontre des gens, puis après il y a plus de parole. On les voit plus. Et on analyse. Donc du coup, on fonctionne un petit peu par chemin de vie qui sont ronds. L'idée, ça serait un peu la spirale. On fait un premier tour avec un certain nombre. On tire le bilan du premier tour et on invite pour le deuxième des gens qui ne sont pas dans le premier. Et puis pour le troisième, on fait le bilan du premier et du deuxième. On invite des troisièmes qui ne sont pas dans les deux. Ce serait quoi un premier tour? Ce serait un débat, serait la spirale. Oui. Alors le premier tour, on l'a lancé. C'est la première réunion qu'on fait par les ateliers. D'accord. Mais avec les habitants, ce serait quoi? Alors, pour la première, ça s'est fait sur par exemple, je pense à la transition agroécologique, ça s'est fait avec les participants, avec la mémoire, restituer la mémoire de ce qui s'est passé avant, et en tirer des fils. Pour la deuxième, faudra trouver de nouveaux interlocuteurs, c'est simple, puisqu'il y a l'alimentation qui va apporter cet autre. Mais ensuite, après, il va falloir construire cette idée de spirale, de volume. Et puis, ça, la spirale, elle est dans le haut, mais on a la même chose avec l'idée de tarière. C'est-à-dire qu'on peut creuser dans le sol. Et là, on a l'arbre à palabre. Tout à fait. Avec ses racines et ses relations avec... Justement, merci d'avoir parlé de l'arbre à palabre. On a fait 3 chroniques avec Jean-Marc sur l'arbre à palabre. Et sur le principe de l'arbre à palabre africain, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être transposé. Alors moi, Jean-Marc, qu'est-ce que tu en penses? Il me semble que c'est un outil absolument vraiment intéressant, mais pas au démarrage. Il faut justement qu'on puisse bénéficier déjà des expériences de tous les ateliers qui font et de la communication pour commencer à le mettre comme un outil qui permettent de toucher des gens, des personnes, des habitants
qui n'ont pas accès aux institutions avec lesquels le rapport avec les institutions n'est pas né. Il sait jamais. C'est toujours très difficile et ça peut être peut-être quelquefois très conflictuel. Parce qu'il y a eu un arbre à palabre sur Rennes, à Maurepas, à Villejean, etc. Alors ça s'est lancé comment? Il y avait déjà une préparation auparavant ou pas? Ça s'est fait avec des publics qui étaient invisibles, si on peut appeler ça comme ça. Hein. Donc cette expérience-là est assez intéressante. Parce que dès qu'on ouvre une porte d'expression, eh bien, les personnes y adhèrent très vite et se livrent. Et quand ils se livrent, c'est pas une intimité qu'on cherchait pas à découvrir des secrets, c'est participer à quelque chose de commun qui se construit d'une manière commune. Et ça, c'est vraiment toute l'expérience de Rennes est tout à fait intéressante, mais on la retrouvera, on en reparlera après sur d'autres réseaux dans lesquels j'aimerais bien quand même peut-être parler aussi. Il n'y a pas que l'Europe, il y a aussi tout le travail de transition agroécologique et alimentation territorialisée qui s'est fait au Brésil, au Burkina et en Bretagne. Parler, bien sûr. Alors, le principe de l'arbre à palabre, c'est un peu comme l'agora, l'agora au sens grec, c'est ça, finalement. Seulement l'agora, c'était plus que de la philo ou c'était aussi ça débouchait vers de l'action? C'était que de la philosophie ou c'était, je sais pas. Alors, les esclaves n'étaient pas présents dans l'agora. Hein. Voilà, c'est ça. Dans l'arbre à palabre aussi africain, les femmes non plus. Donc ça. Il n'y a aucune femme encore en Afrique maintenant. Ça reste encore un outil de médiation. En tout cas, ce ne sera pas le cas ici. Ça reste un outil de médiation traditionnel, mais ça reste quand même dans la tradition. Hein. Donc du coup, c'est une adaptation qui se fait ici, qui amène, enfin, c'est là où je trouverais vraiment intéressant que l'arbre à palabre illustre un petit peu la notion de territoire accueillant. Et je veux dire, avoir un territoire accueillant, l'arbre à palabre devrait permettre d'entrer dans cette concrétisation du territoire accueillant. Donc là, dans l'arbre à palabre, on pourrait aborder tous les thèmes dont parlait Eric précédemment. Chaque fois, le thème pourrait être proposé. Bon, ça c'est pour l'avenir. Là, comme disait Eric, c'est que les thèmes, c'est pas l'arbre à palabre qui. Enfin, ça peut être produit par l'arbre à palabre, mais c'est par les auditeurs, c'est par l'ensemble finalement des auditeurs. Et l'arbre à palabre est un des moyens. Voilà, c'est un outil. C'est un outil, absolument. Oui, tout à fait. Eric, non, Pierre-Emmanuel. Oui, alors moi je suis très heureux d'entendre Jean-Marc nous parler effectivement de cette spirale et de la façon dont il parle aussi de l'inclusion qu'on doit réincorporer en fait auprès de ceux qui ont perdu contact avec les institutions. Effectivement, on dispose d'outils de communication qui sont jugés modernes, mais dont on connaît aussi la superficialité, qui peuvent être les réseaux sociaux, les sites internet et compagnie. Mais ce ne sont que des outils, là aussi, et il ne faut pas oublier justement la profondeur qu'on doit leur donner. Et cette profondeur, cette image de la spirale, elle est excellente parce qu'elle nous montre cette spirale, c'est une spirale vertueuse en fait. Et elle permet de s'élever, elle permet aussi de s'ancrer dans le territoire, de rechercher et de s'appuyer sur ses racines. Et ça rejoint tout à fait le symbole utilisé par le Conseil de développement, l'arbre, avec ses branches, ses feuilles et ses racines, c'est-à-dire vers le haut, vers le bas, important le bas aussi. Tout est important. Et c'est ce qu'on avait vu tous ensemble d'ailleurs, tout à fait, quand on a fait nos recherches sur le logo du Conseil de développement. On a eu un certain nombre de représentations graphiques et on va dire qu'il y a eu un consensus sur cette représentation de l'arbre. C'était intéressant. Et aujourd'hui, on est content de notre logo, on est aussi content de la signature. La signature est sympathique aussi, oui, tout à fait. Parlante.
et qui, notre territoire Rappelle-nous la signature, peut-être. Notre territoire en vie, Voilà. me semble-t-il. C'est ça. C'est tout à fait ça, oui. Tout à fait, Avec tout à un fait. petit jeu de mots sur le envie, puisque le Eh oui. envie qui exprime la vie, la vitalité. Et en L'envie même d'avoir temps, envie, comme chantait envie, un chanteur célèbre. j'ai envie de mon territoire, j'y suis attaché. Tout à fait, je pense que ça montre un peu dans quelle philosophie on voit un peu ce conseil de développement. On est vraiment ancré sur notre territoire, mais ce territoire, c'est pas simplement un peu le passé, mais c'est aussi un peu tout le foisonnement d'idées qui se matérialise par les feuilles sur l'arbre. Donc nous sommes en vie tous sur le territoire. Et puis un bel arbre, ça donne toujours envie d'être regardé, de se mettre à l'ombre dessous lorsqu'il y a du soleil ou s'abriter lorsqu'il y a la pluie. Donc voilà, c'est un peu toutes ces réflexions que nous avons eues lors de la création de ce logo et de cette signature. Et puis le mot vie est important parce que finalement, on veut être dans la vie ici, et dans le cadre du Conseil de développement, c'était le cas, n'est-ce pas, hein? D'accord. Radio Laser, média citoyen de proximité sur le 95.9 FM et en DAB+. Est-ce qu'on a fait le tour là-dessus? Donc peut-être envisager des débats, peut-être. Oui, Eric? Oui, un peu pour reprendre un peu des exemples de ce qui a été réalisé par le passé. Donc je parlais tout à l'heure du projet qui avait été donc financé, porté par le Conseil de développement sur mobilisant les Bretonnes et les Bretons dans le cadre des transitions. Donc des exemples de réalisation, par exemple, qu'il y avait eu un travail qui a été fait avec des étudiants de master de l'université de Rennes 2 pour faire un répertoire des initiatives de transition sur le territoire des Vallons de Vilaine. Voilà, c'est un exemple concret. Ça, il y avait eu donc des étudiants qui s'étaient intéressés à ce qui se passe sur le territoire dans ce domaine. Puis ça avait conduit un peu à identifier des acteurs de transition sur notre territoire. C'était leur mémoire de master 2. Hein, oui, c'est ça. C'était des étudiants du master. J'ai le nom sous les yeux, donc je vais pouvoir le donner. Attendez, alors oui, master environnement, territoire et acteurs de l'université de Rennes 2. Voilà pour dire aussi que nous collaborons avec d'autres structures dans la réalisation un peu de nos projets pour les enrichir, pour aussi permettre dans ce cas de ces étudiants à pouvoir réaliser un projet sur un sujet qui les intéressait. C'est quelque chose que pourrait faire aussi le Conseil de développement dans le futur encore, hein, bien sûr. Tout à fait, oui, c'est un appel d'ailleurs. Ouais. Aux universitaires. Aussi, oui, aux universitaires, oui, tout à fait. Et puis un autre exemple sur les aspects transition agricole et alimentaire, c'était sur un peu plus transition agricole et surtout tout ce qui est installation, transmission de nouveaux agriculteurs, qui est une grande problématique sur le territoire, mais aussi au niveau de la région et national, et puis même au niveau européen. Et donc, travail qui a été mené avec le CIVAM, CIVAM Bretagne, et puis aussi le CIVAM 35, et avec le groupe installation transmission. On peut rappeler ce qu'est le CIVAM, peut-être. Centre d'initiative et de valorisation du monde agricole et rural. Merci. Mais anciennement, ça vient de l'éducation populaire de la résistance, du Conseil de résistance, et ça se terminait par art ménager. C'était sur la condition féminine et se préoccuper de la condition féminine en milieu rural à la sortie de la guerre. L'aspect ménager, oui. Voilà. Et ça s'est transformé en quelque chose de plus vaste, mais sans perdre la dimension féminine du questionnement. Dans les installations, en tous les cas, puisque les installations sont aujourd'hui davantage féminines, les nouvelles installations, que chez les hommes. Et donc, dans ce cadre-là, oui, donc il y a eu ce travail avec la CIVAM 35 et il y a eu des cafés-théâtres qui ont été organisés pour un peu aborder ce thème de transition. Aussi tout ce qui est un peu café-théâtre sur les femmes, l'installation de jeunes femmes comme agricultrices, voilà, pour un peu voir quelles étaient les freins, les difficultés et quels étaient les moyens d'y remédier. Il y a eu tout ce travail qui a été fait. Il y a eu aussi un peu de travail sur certaines communes, je crois, de porte-à-porte pour identifier un peu quels étaient les agriculteurs susceptibles dans les années à venir de transmettre leur exploitation. Donc voilà, c'est tout un travail concret de terrain qui a été réalisé
par le Conseil de développement et en association donc avec le CIVAM dans ce cas. Voilà pour vous montrer un peu quelques exemples des activités que nous pouvons mener. Actuellement, effectivement, comme disait Eric, il y a, je n'ai pas les chiffres en tête, mais beaucoup d'exploitations agricoles s'arrêtent ou alors elles s'agrandissent dans des proportions énormes. Oui, c'est ça. Hein. Disons que il y a, je veux dire, oui, la surface moyenne des exploitations s'agrandit, puisque je sais pas, c'est passé peut-être de 20 hectares il y a 50-60 ans. Aujourd'hui, la moyenne nationale c'est 69 hectares. Ah oui, ça reste quand même des petites exploitations, soyons honnêtes, par rapport à d'autres pays, même en Europe. Si on va en Hongrie ou en Allemagne. Disons partie est de l'Allemagne, on a des exploitations qui font 10 000, 20 000, 30 000 hectares. Voilà. Certes, il y a un agrandissement. Certes, c'est vrai que, mais je veux dire, ça reste quand même à l'échelle, ça resterait des exploitations, disons familiales, puisque c'est un peu la politique française de maintenir des exploitations familiales sur le territoire. La radio s'écoute aussi en local sur le 95.9 FM et en DAB+. Radio Laser. Par rapport aux modifications du climat, par rapport aux problèmes de pollution, par rapport aux problèmes d'eau, qu'en est-il sur notre territoire et comment on pourrait agir? Et le Conseil de développement aura sûrement à participer à une réflexion et une action avec les élus, mais aussi bien sûr avec les habitants, comme le disait Eric, donc avec votre participation, chères auditrices et auditeurs. Pierre-Emmanuel. Alors, les enjeux biodiversité et climat sont aussi importants sur les vallons de Vilaine que sur d'autres territoires. Nous avons aussi, comme les autres régions, des problématiques de perte de la biodiversité. Le signe typique, c'est les oiseaux, par exemple. Nous avons des problématiques d'eau qui sont souvent liées aux cultures, aux élevages et aux écoulements en fait des champs vers les cours d'eau. Ensuite, au niveau du climat, bien entendu, les villes notamment doivent évoluer en limitant l'artificialisation des sols. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va être une contrainte pour toutes les communes aujourd'hui. Préserver les arbres, préserver les poumons verts des villes. Il y a des textes qui sont sortis, effectivement, pour bien sûr, il y a de nombreux textes. Par rapport à la diminution de l'artificialisation des sols, il y a une loi qui est sortie l'année dernière, je crois, qui s'appelle la loi, son petit nom c'est la loi ZAN, zéro artificialisation nette. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc voilà, oui, il y a des choses qui se mettent en place tout doucement. Oui, tout à fait, Eric. Et donc, en fait, déjà, le rôle du Conseil de développement, ce sera d'accompagner les élus sur la mise en œuvre qui sera difficile de toutes ces contraintes, de les faire accepter par les populations, et puis en même temps, lorsque c'est nécessaire, peut-être de faire pression, s'il le faut, et puis d'accompagner aussi les citoyens dans cette démarche, car ils doivent faire leur part. Accompagner, c'est important, et qu'ils participent, absolument. Exactement. Eric. Oui, juste pour donner un exemple donc oui, toutes ces problématiques, elles existent, mais je pense qu'on commence un peu à aborder ces sujets et à aussi essayer de mettre en place un peu des remédiations. J'emploierai ce mot. Et par exemple, je prends un exemple local qui est un peu le projet Terre de Source, qui a débuté il y a 4 ans maintenant, qui est porté par les eaux du bassin rennais, et dont l'objectif premier est d'assurer aux consommateurs, aux citoyens, une eau potable, donc de qualité pour tous, sur le territoire. Et donc cela peut se faire en mettant en place, par exemple, des cultures, d'agriculture biologique, en diminuant énormément ou en arrêtant les intrants.
Donc c'est un exemple. Mais ce projet va plus loin aussi parce qu'il s'intéresse donc à la qualité des eaux, mais aussi à tout ce qui est l'alimentation des populations sur ce territoire des eaux du bassin rennais. Et dans ce cadre-là, donc, sont mis en place des nouvelles cultures, des nouvelles productions végétales, animales, pour alimenter un peu, par exemple, les cantines scolaires. Et donc, cela suppose la mise en place de filières courtes. Et de filières courtes, donc ça veut dire production, transformation, mais aussi commercialisation. Et dans ce cadre-là, on a, la mise en place d'un plan alimentaire territorialisé de territoire, et qui est un peu une chose qui rejoint une autre loi, puisque nous aimons bien être les lois, la régulation, les règlements en France, qui est la loi Egalim sur un peu donc tout ce qui est une partie du meilleur retour aux agriculteurs pour le paiement des produits qu'ils commercialisent, donc les liens entre agriculteurs, transformateurs et distributeurs. Et une autre partie de cette loi Egalim, qui date de 2014, je crois, porte sur le fait que dans les restaurations collectives publiques, depuis 2022, il doit y avoir au moins 50% des produits qui sont des produits dits de qualité et avec une origine locale. Voilà. Donc voilà, toutes ces choses qui se mettent en place, que certains territoires ont déjà mis en place ou sont en train de mettre en place, et puis d'autres qui commencent à y réfléchir. Et donc, en conclusion, je dirais que cet exemple de ce projet Terre de Sources est un exemple qui pourrait être intéressant à considérer, donc dans le cadre d'échanges avec les citoyens, avec les élus, sur les territoires de Vallon-de-Vilaine. D'accord, merci Eric. Alors on va peut-être finir cette troisième chronique par rapport à l'Europe. Alors vous savez qu'il y a des financements qui arrivent de l'Europe, il y a des échanges entre l'Europe et les territoires, avec le projet LEADER. Alors LEADER, ça veut dire liaison entre actions de développement et d'économie rurale, quelque chose comme ça, à peu près. Oui, c'est ça. Donc LEADER. Et donc oui, donc c'est un acronyme. C'est un programme européen. Voilà, c'est un acronyme dont la signification a été donnée. Donc c'est bien sur des espaces ruraux autour de l'agriculture, mais pas que, puisque dans les espaces ruraux, ça concerne les zones un peu rurales, mais aussi les villages, donc les villages qui font partie de ces zones rurales. Et donc ça peut financer aussi des projets de rénovation d'un bâtiment pour ouvrir une nouvelle boulangerie, par exemple, dans les villages où il n'y en a plus. Donc voilà, l'agroécologie aussi, oui, bien sûr, entre autres. Donc ça, c'est important. Et donc, des membres du Conseil de développement font partie de ce comité dit LEADER, c'est ça? Comité de programmation LEADER. D'accord. Donc, qui travaille pour assurer la relation avec l'Europe. Jean-Marc, oui? Oui, alors, peut-être je suis un petit peu en retard par rapport à l'Europe, c'est que j'élargis l'Europe. C'est-à-dire que, finalement, j'avais parlé Brésil, Burkina, Bretagne. Ah oui. Le Brésil, c'est quand même, ça fait 10 ans, avec l'agriculture familiale, qu'il y a obligation de fournir les cantines scolaires. Et ça a développé un secteur de l'agriculture familiale. 10 ans au Brésil, déjà? Plus, peut-être. C'était 15 ans, sans doute. Donc, était très, très en avance par rapport à ce qu'on vit ici. D'accord. Et je trouve que ce qui est intéressant sur la sécheresse aussi, c'est qu'on commence à avoir de la vigne ici, mais on commence à avoir des insectes, on commence à avoir des prédateurs, des tas de choses qui obligent à repenser, à ouvrir la diversité des cultures pour éviter de temps en temps des prédations qui peuvent avoir des conséquences avec la sécheresse. Donc du coup, les trois expériences, Burkina, Brésil par rapport à l'eau, par rapport à l'agroécologie, le Burkina, Pierre Rabhi est passé il y a 40 ans. Pierre Rabhi, oui, et finalement, c'est le programme gouvernemental, c'est le développement de l'agroécologie. Et c'est contrer le développement d'une industrialisation qui ne se fait plus. Voilà. Et donc, du coup, la Bretagne se trouve dans un travail croisé. Alors, il y a l'Europe, mais il y a aussi, et ça c'est aussi quelque chose qui est tout à fait intéressant, l'Afrique
et le Brésil. Et là, d'avoir des programmes européens qui touchent qui s'ouvrent sur d'autres continents, c'est quand même quelque chose sur lequel ça sera quand même aussi une des réflexions, une des ouvertures du Conseil de développement. Pierre-Emmanuel ? Oui, c'est juste un rajout par rapport à l'IDER. Ce qui est intéressant, ça fait partie de la PAC en fait, mais c'est en fait un financement de projets qui émanent des territoires. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que on n'est pas dans une logique descendante où on donne de l'argent et parfois on s'en irrite. C'est plutôt on identifie sur les territoires des bonnes initiatives, des projets intéressants et on va les financer selon plusieurs axes qui peuvent être la territorialité, la mobilité douce, la production locale, les circuits courts. Et effectivement, c'est complètement dans notre précaré du Conseil du développement. Merci. Il nous reste 2-3 minutes. Allez, juste pour un peu parler d'Europe, parce que on est quand même à un moment important, puisque nous sommes à 15 jours, un peu plus de 15 jours des élections au Parlement européen. Donc, je pense que l'Europe est un sujet important. Surtout que l'Europe, on voit, elle est pas qu'à Bruxelles, elle n'est pas qu'à Strasbourg, elle est aussi dans les territoires, comme l'a dit Pierre-Emmanuel. Le programme Leader est un bel exemple de ce qu'on appelle un peu des projets bottom-up, c'est-à-dire qui viennent de la base et qui sont construits à la base et qui remontent. Parce que le programme qui est financé par les fonds Leader, c'est le programme des Vallons de Vilaine qui a été construit sur le territoire par les membres du Conseil de programmation Leader. Et qui ce programme donc construit a identifié 4 axes, je les ai pas en tête, mais et donc tous les projets qui sont en lien avec ces axes sont finançables par ces crédits leaders qui sont gérés au niveau des Vallons de Vilaine. Donc voilà, c'est ça qui est important. Et je voulais dire, donc oui, les leaders, c'est un fonds qui est en lien avec le FEADER, qui est le Fonds européen agricole pour le développement rural. Et donc c'est des voilà, oui, ce que je veux dire en quelques mots là, c'est que on est bien sur tout ce qui est l'agroécologie, sur tout ce qui est le développement économique dans des territoires ruraux. Voilà. Ok, merci. Et puis, bien entendu, 2 minutes. Pensez à cette échéance, ce rendez-vous électoral qui nous paraît loin de nous, mais qui finalement est très proche. Et donc, participer à ce vote, je crois qu'on peut le dire à tous, et notamment aux plus jeunes. Voilà, c'est important. N'oublions pas que nous sommes des Européens. Voilà, ça c'est important. Peut-être, on prévoit en général toujours à nos invités d'adresser un message. Je propose à Eric d'adresser un message à nos auditrices et nos auditeurs, s'il le veut bien. Avec plaisir. 1 minute. Non, mais ça, je laisserai aussi la parole. Ça va être court, je veux dire. J'espère que un peu ces 3 chroniques vous ont un peu convaincu que le Conseil de développement est bien une instance de démocratie participative et que la démocratie vivra sur notre territoire si vous y participez. Voilà. Et donc, nous vous attendons, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et à bientôt. La démocratie, c'est la vie aussi. Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter, Jean-Marc, 15 secondes. Chemin de vie. Chemin de vie, c'est retrouver notre territoire, donner envie de sa nature, de sa richesse, de sa vie urbaine, mais vie rurale aussi. Et les chemins de vie, c'est vraiment une très très belle expression pour lui. Pierre-Emmanuel. Et pour conclure, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. C'est déjà un premier contact très simple à faire, donc sur LinkedIn, sur Instagram et sur Facebook. Mais c'est ça la communication aussi. Merci Eric, merci Jean-Marc, merci Pierre-Emmanuel, merci à toutes et à tous. Peut-être un dernier... Oui, un dernier mot, j'y pense à l'instant, puisque nous avions dit que nous en parlerions en quelques mots. Oui. S'il y a des sujets, nous envisageons de faire une chronique tous les 2 mois sur Radio Laser. Merci de rappeler. Et donc, sur des sujets d'intérêt pour le territoire. Et donc, si vous avez des sujets qui vous intéressent, que vous aimeriez voir traités sur un plan collectif, n'hésitez pas à nous en parler. Et puis, nous serons heureux de les examiner. Et puis, voilà, nous espérons bien mettre en place cette chronique bimensuelle. On pourra effectivement, on en avait parlé avant de faire ces chroniques, effectivement organiser par exemple tous les 2 mois
un échange sur un thème que vous proposerez, parce que il est important que vous participiez, que vous proposiez. Merci Eric, merci Jean-Marc, merci Pierre-Emmanuel. On vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, et écoutez, les podcasts seront aussi sur le site de Radio Laser. Merci à toutes et à tous. Bon week-end. Au revoir. Bon week-end à tous. Au revoir. Bon week-end. Merci.